On va commencer par la Palestine, qui fait l'actualité avec la France, donc la reconnaissance de la Palestine par la France. Que peut-on attendre de la reconnaissance de l'État palestinien par la France? Bah écoutez, ce que, je veux dire, la communauté internationale, ou du moins une partie de cette communauté internationale est en train de faire, c'est tout simplement confirmer. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'État palestinien existe dans le corpus normatif international depuis 47. Elle est née dans la douleur en même temps que la naissance d'un État fantoche que je ne nommerai pas pour qu'on ne va pas faire tomber le live, mais tout le monde sait de qui je parle. À côté de cet État fantoche, il y avait un État arabe de Palestine qui est né aussi, et Jérusalem qui a été considérée à l'époque comme un corpus separatum, comme une ville séparée, sous contrôle international ou sous supervision internationale. C'est la résolution 181. Donc la Palestine a un acte de naissance. Elle a un frère ou une sœur jumelle, mais bâtarde, qui est venu pour usurper un territoire qui ne lui appartenait pas, parce qu'à l'époque, on lui donnait 52% du territoire de la Palestine du mandat. Donc, les Juifs de Palestine ne possédaient que 4% du territoire. Donc, la Palestine existe. Légalement, aux yeux et eu égard au droit international, elle existe. Sa représentation a été reconnue quelques années plus tard, au moment des échanges de lettres de reconnaissance entre Yasser Arafat, représentant à l'époque de l'OLP, Organisation de libération de la Palestine, et de Yitzhak Rabin. Il y a eu un échange de courrier qui va aboutir au premier accord qu'on appelle l'accord Gaza-Jéricho d'abord, Gaza-Jéricho first, en arabe, Gaza, Ariha, Awalan. Donc là, il y a eu la reconnaissance du seul représentant légitime de la nation palestinienne. Donc, aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, on est en train de faire du chipotage. On est en train de faire du chipotage et c'est une parodie. C'est une parodie. Après les faux pas qui ont été faits par la France, la criminalisation carrément de tous les actes nobles des manifestants qui dénoncent le génocide et qui ont été matés, on leur a enlevé les drapeaux, qui ont été présentés devant des juges, devant des tribunaux, etc., etc., parce qu'on a rendu, la loi française à ce sujet-là possible. Donc criminaliser, le fait de critiquer Israël devient aujourd'hui un crime en France, et vous êtes, susceptible de comparaître devant un juge. C'est vraiment une hérésie, c'est un anathème. Donc la France, il faut pas l'oublier, même s'il est devenu très petit, il est devenu un nain au niveau international, mais il occupe un poste clé au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. La France, qui était grand grâce à De Gaulle, est devenue un petit nain aujourd'hui grâce à Macron, ou à cause de Macron. Ben, cette France, malheureusement, elle occupe un poste clé qui est celui de protéger la légalité internationale. Aujourd'hui, il se réveille un peu tard, mais il se réveille quand même. C'est pas grave, il a fait vraiment une longue grasse matinée. Il se réveille. Après tant de souffrances, après tant de sang, après tant de cimetières, anarchiques qu'on a inventé un peu partout, qu'on a creusé un peu partout, des fosses communes, etc., à Gaza. Après une production intellectuelle aujourd'hui, même des gens qui étaient considérés comme très modérés, comme filiaux, etc., même parfois sous la plume d'un certain nombre de sionistes, on en avait parlé la dernière fois,
comme Amos Goldberg, grand spécialiste du génocide et professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem, aujourd'hui vous dit clairement, dans un entretien qu'il avait réalisé il y a 10 mois ou 9 mois au journal Le Monde, qu'on est carrément face à un génocide, et je sais en reconnaître un quand j'en vois un. Vous avez aussi donc Omer Bartov, qui va dans la même lignée, c'est aussi un grand spécialiste de l'Holocauste, etc., qui est dans une université américaine. Et vous avez aussi, je veux dire, John Mearsheimer, aussi un grand spécialiste des relations internationales. Et ce qu'ils ont de commun, ces trois grands spécialistes, c'est qu'ils sont juifs, et dont 2 sont sionistes. Ils vous disent, on est face à un génocide. Il y a Ehud Barak maintenant, il y a Ehud Olmert. Et la dernière fois, dans un entretien donné à la chaîne numéro 12 israélienne, face à une journaliste qui lui dit, la Judée Samarie, il dit, je dis, madame, vous êtes dérangée ou quoi? C'est quoi cette Judée Samarie? Ça n'existe pas. On a reconnu la Cisjordanie, et c'est dans ces termes-là qu'on a eu des correspondances avec les représentants, je veux dire, de l'autorité palestinienne pendant des années. C'est Gaza and the West Bank. Il n'y a pas de Judée-Samarie. Donc, Macron, et contrairement bien sûr à l'Espagne, à l'Irlande, qui étaient des avant-gardistes, qui ont rappelé le droit international, qui ont rappelé un certain nombre de résolutions, la responsabilité des nations, alors qu'ils ne sont pas au Conseil de sécurité. Ils n'ont pas la même charge, je veux dire, au niveau international, que la France, que les États-Unis, mais ça il faut pas en parler, que la Russie. Parce que souvent, on ne parle pas de la Russie. La Russie ne fait pas son boulot. Quelle est la position de la Russie par rapport à reconnaître ou ne pas reconnaître? Parce que Poutine, moi je veux bien, etc. Mais attends, c'est... Donc, point d'interrogation. Et les membres du Conseil de sécurité. Donc là aussi, ce sont des questions qu'il faut se poser et qu'on ne doit pas se faire leurrer. Donc, qu'est-ce que ça va changer? Pour moi, pas grand-chose. Pas grand-chose. En tout cas, pour Gaza, pour l'autorité palestinienne, qui est rangée par la corruption et qui est en grande partie responsable du sort et du destin, je veux dire, des Cisjordaniens. C'est une autorité, quand elle se présente quelque part, et quand elle ne fait pas les 4 volontés, je veux dire, de ce qu'on lui dicte, automatiquement on lui rappelle ses corruptions, la menace de geler les avoirs de ses dirigeants, à savoir Mahmoud Abbas, Shtayah, etc., qui ont des comptes un peu partout en Europe, dans les États de coopération du Golfe, etc., etc., etc. Voilà, il faut que le cri soit un cri collectif au niveau international, et on rappellera que, comme le faisait d'ailleurs Francesca Albanese, une femme pour moi qui représente 1000 hommes politiques de la posture de Macron, vraiment, qui a rappelé que ce peuple a des droits inaliénables, reconnus par les Nations Unies. Le peuple palestinien a des droits inaliénables. Ils sont inscrits dans les textes des Nations Unies, et que au moins les 5 membres du Conseil permanent de sécurité sont censés protéger. Quand on retourne aux textes fondamentaux qui sont en corrélation avec les actes de génocide, et une fois on commence à voir les premières fumées d'un génocide, ils ont le devoir, comme on l'avait fait, il n'y avait même pas de génocide quand Saddam Hussein avait envahi le Koweït. On a inventé plein de trucs, c'est un service de marketing qui s'est occupé pour régler les comptes à Saddam Hussein, en amenant la petite jeune
koweïtienne qui déclarait qu'on tuait les enfants dans les couveuses, etc., etc. On a monté tout un scénario. On a mis soi-disant la planète, mais tout le monde savait que c'était une porcherie montée de toutes pièces et qui a abouti à la destruction d'Irak, à la fin du régime de Saddam, etc. Aujourd'hui, on a carrément un génocide attesté par les grands spécialistes juifs sionistes. Mais personne ne bouge. Et le voilà, monsieur Kékéros, qui sort de son silence pour dire, mais on va reconnaître l'État palestinien. Le show, on va chercher le show. L'État palestinien a été reconnu à Alger. La déclaration de l'État palestinien, à l'époque, toute la Ligue arabe, beaucoup d'États islamiques, grâce à l'Algérie, bien sûr, qui a fait un travail extraordinaire pour ramener énormément d'États à reconnaître, après la déclaration de l'Algérie en 88 par Arafat, etc. Et à ce sujet-là, d'ailleurs, l'Algérie fait un travail extraordinaire. On en parlera tout à l'heure parce que ça fait partie de tes questions, donc je ne vais pas m'étaler maintenant. C'est l'Algérie qui est à l'origine de l'arriation américaine de quitter l'UNESCO. Ah bah justement, on va enchaîner sur la deuxième question parce que c'est voilà. La question. Pourquoi les États-Unis sont-ils sortis de l'UNESCO? Ouais, mais c'est la méchante Algérie, hein. Excusez-moi. C'est pour taquiner Zazaïr. Pour taquiner nos frères algériens. Ben oui, c'est les Algériens. La diplomatie algérienne, qui est une diplomatie extraordinaire, elle peut le faire. Pourquoi elle peut le faire? Parce que l'Algérie a une contribution par tête d'habitants à l'UNESCO par rapport à celle des Américains est beaucoup plus élevée. Quand on compare par rapport par personne. Les Algériens, c'est 4 millions d'habitants, hein, 40 millions d'habitants, d'accord? Donc, ce qui fait que sa contribution est supérieure à celle des États-Unis, qui en bénéficient beaucoup plus. Donc, parce que parfois, quand on entend le morceau de contribution américain, etc., on se dit, tiens, oh là là, c'est énorme, 18 millions, etc. Excusez-moi, smahliya, les Algériens, les aides directes et indirectes qu'ils contribuent à faire à l'UNESCO, c'est 8 millions. C'est 8 millions à un mot. Donc, les Algériens ont une contribution très conséquente. Donc, ils ont décidé en 2011 d'introduire une demande pour permettre donc à l'État de Palestine d'être admis comme un État membre donc à l'UNESCO, ce qui va se faire. Donc, elle va faire tout un travail vraiment de diplomatique pour convaincre les États, donc les 194 États qui sont membres de l'UNESCO, à voter pour l'adhésion. Donc, et ce qui va se faire, bien entendu, donc va être réalisé. Et depuis lors, ça veut dire en 2012, et l'arrivée de Trump, l'a amené à dire clairement. En 2017 déjà, dire que l'UNESCO est donc a une partie prise contre l'État d'Israël. Et donc elles vont quitter pour une première fois en 2018 et puis avec Biden il y aura le retour, bien entendu, en 2023, en juin 2023. Ils ont quitté fin 2018 à cause de Trump, réintégré en 2023, grâce à Biden, et surtout grâce aux pressions d'un certain nombre de structures culturelles aux États-Unis, comme Hollywood, comme les grands musées américains, comme le Congrès mondial juif, etc. Parce que il y avait parce que c'est un hamar ce Trump, hein. Il y avait tout un travail qui a été fait depuis maintenant une vingtaine d'années, plus qu'une vingtaine d'années, une trentaine d'années, depuis l'abolition de cette résolution qui considérait le sionisme comme une idéologie
raciste, donc donc à la conférence de Madrid. Donc ils ont commencé à faire tout un travail justement pour promouvoir la lutte contre l'antisémitisme, promouvoir la mémoire de la Shoah, etc., comme une mémoire universelle, etc. Donc ils ont fait un travail extraordinaire. Ils ont consacré énormément de sous et même comme je vous dis. Le mémorial de l'Holocauste à Washington ou à New York, je crois, a soutenu donc toutes ces initiatives. Et d'ailleurs, à l'époque, quand Biden est revenu, ils l'ont pressé à ce qu'il réintègre. Donc, je veux dire, on a tout intérêt, je veux dire, de soutenir l'UNESCO parce qu'il fait un travail extraordinaire, je veux dire, pour eux. Mais Trump, c'est un hamar avec des grandes oreilles, il a rien compris, c'est pas grave, il a décidé de partir. Alors regarde ce que dans ce qu'on peut lire dans le communiqué de la porte-parole du département d'État, donc Tammy Bruce. Alors l'UNESCO s'emploie à promouvoir des causes sociales et culturelles clivantes et défend une feuille de route idéologique et mondialiste pour le développement international en contradiction avec notre politique étrangère, donc America First. Alors il ajoute encore, la décision de l'UNESCO d'admettre donc l'État de Palestine comme État membre est hautement problématique, contraire à la politique des États-Unis et a contribué à la prolifération de discours hostiles à Israël au sein de l'organisation. Extraordinaire. Toute la politique étrangère aujourd'hui d'un grand pays, de la première puissance économique mondiale, 26,3% du produit intérieur brut mondial. D'accord? Donc c'est le premier État en termes de production de brevets, en termes de production d'armement, etc., 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 toute sa politique tourne autour d'un pays minuscule et qui est admis aux Nations Unies sous condition. Donc c'est un État qui est admis sous condition. C'est pas un État admis complètement. Il est admis sous condition. Retour vraiment aux documents des Nations Unies pour pour être donc assuré de ce que je suis en train de vous dire. Un pays de 10 millions d'habitants, dont 7 millions et demi donc de juifs. Je crois que il y a quelque chose et qui commence à réapparaître tout doucement. Moi, je ne crois pas que Trump fait ça par amour. Je ne crois pas que Trump fait ça par conviction, parce que c'est son dernier mandat. Et souvent, les Américains, historiquement parlant, les présidents américains dans leur deuxième mandat, ils ont beaucoup plus de liberté, ils ont beaucoup plus de marge de manœuvre pour faire ce que vraiment, parce qu'ils vont pas être réélus encore une troisième fois. Je crois là qu'il y a vraiment le dossier Epstein. Et je suis de plus en plus convaincu. La première fois, le dossier Epstein a pointé un tout petit peu son nez. Là, vraiment, les pages commencent à s'ouvrir et on le voit aujourd'hui dans la presse américaine, un article dans le New York Times ce matin, etc., etc., etc. Donc, on l'a attrapé par un de ses organes, je ne sais pas lequel, mais on l'a attrapé quelque part. Et donc, on est en train de faire des chantages et ce type, il commence à faire tout et n'importe quoi. C'est lui qui avait demandé d'arrêter, les frappes contre l'Iran. C'est lui qui avait demandé d'aller négocier pour la libération des otages et de trouver une solution pour Gaza. Et lui, c'est lui aujourd'hui qui presse les Israéliens d'aller dans l'autre sens. Et idem pour l'Iran. Alors, il y a des mains invisibles qui font du chantage à ce président qui n'a rien de président que malheureusement les voix qu'il a obtenues. Mais sinon, il n'a ni la posture, ni l'intelligence, ni la carrure, ni le charisme. Elle a rien du tout. C'est ni la culture, ni rien du tout. Donc, ce qui fait que, où nos frères algériens nous ont amenés. Donc, je crois que comme disait Adnan Zazaïr, si Zazaïr n'a pas poussé à la reconnaissance et à l'admission de l'État palestinien au sein de l'UNESCO, et d'ailleurs, je tiens à rappeler aussi un deuxième point.
l'admission de l'État membre en tant qu'État observateur à l'Assemblée générale des Nations unies, grâce à l'Algérie. Donc ça, il faut le savoir. Hein. Donc, merci Louisa, si vous permettez, professeur, on va annoncer, pas tout de suite l'Open War, mais merci à Louisa pour tous les objectifs. C'est une tournée générale, une master tournée générale. Merci Louisa. On est tranquille pour la soirée. C'est la première partie de soirée, en tout cas, je ferai officiellement l'ouverture après notre nouvelle rubrique, après notre tour du monde avec le professeur Bettaoui. Merci encore, très cher Louisa. Je vous en prie, donc, voilà. Professeur, excusez-moi pour cette interruption nécessaire. Voilà, plus ou moins ce qu'on peut dire, le prétexte qui a été vraiment, c'est soi-disant le côté partial de l'UNESCO et surtout la présence de l'État de Palestine au sein de l'UNESCO qui a hérité, bien entendu, Trump et l'administration américaine. Voilà. Et donc quelque part, voilà, sans le dire, les Algériens sont quelque part responsables donc de la présence des Palestiniens à l'intérieur de l'UNESCO. Et donc une ouverture de parenthèse. Quand on voit aujourd'hui l'implication, je veux dire, des intellectuels, l'implication des artistes, etc., palestiniens à l'intérieur de l'UNESCO, il est incroyable. Même s'il y a, je veux dire, Audrey Azoulay, vous le savez très bien qui c'est la fille d'André Azoulay. Donc c'est une vendue pour le Maroc, c'est une macroniste, elle freine des quatre fers pour empêcher, etc., des expositions, etc. Mais il y a une dynamique qui a été vraiment enclenchée par la présence de l'État palestinien et surtout un certain nombre d'intellectuels qui ont été admis, bien sûr, dans plusieurs commissions, etc. Et on a eu énormément d'expositions, on a eu énormément de conférences, on a eu énormément de colloques autour de la Palestine. Je crois que ça ne plaît pas du tout aux lobbyistes, à savoir les Bernard-Henri Lévy, les Finkielkraut, les Glucksmann, etc., etc. Voilà. Pour cette question relative, bien sûr, au départ des Américains de l'UNESCO. De toute façon, et ils essaient à chaque fois de rebondir la menace de départ. Ils veulent partir de l'OMC, ils veulent partir, je veux dire, quasiment de toutes ces organisations internationales quand, soi-disant, les intérêts américains ne sont pas défendus ou bien ne sont pas représentés selon le goût de Trump. Donc, ils croient que toutes ces institutions internationales, parfois qui regroupent 194, 195, ça dépend de l'une et de l'autre, ce sont des boutiques à la solde des Américains. Donc, ils ont un mépris pour la communauté internationale incroyable. Incroyable. Notre ami Tété nous dit, en 1984, sous Reagan, les USA avaient quitté l'UNESCO car trop proches des communistes. Tout à fait. Annoncé, ils sont revenus après. Très cher professeur, allez, laissons les impérialistes, allons de l'autre côté. Allons chez les anti-impérialistes, chez les Chinois. On va parler un peu des Chinois pour changer un petit peu. Et que peut-on attendre justement d'un sommet UE? On va pas parler des États-Unis ni de la guerre entre les États-Unis, guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, mais plutôt de cette possible alliance, de ce renforcement plutôt de l'alliance sino-européenne. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre du sommet UE-Chine qui a eu lieu ce jeudi à Pékin? Je crois que, comme on dit chez nous, un caméléon peut changer de couleur, mais il change pas de morphologie. Il s'agit aussi ici, du côté européen, de ce qu'on peut qualifier aussi d'une zone économique capitaliste et impérialiste, et qui sont venus avec leur doléance pour essayer d'infléchir, pour essayer de domestiquer donc un grand géant économique, culturel, civilisationnel, qu'est la Chine. Alors,
À ce sommet, les Européens hésitaient, mais vraiment au complet. Il y avait le président du Conseil, donc Antonio Costa. Il y avait vraiment la présidente de la Commission, européenne, donc Ursula von der Leyen, et il y avait aussi la ministre des Affaires étrangères, Kaja Kallas. Donc tout le monde était là, tout le monde était présent. Bien sûr, du côté chinois, il y avait le président Xi Jinping, et puis il y avait le premier ministre Li Qiang. Donc c'est un sommet très sérieux en termes de représentation. Et du côté européen, on a amené un certain nombre de dossiers. Donc, on a mis sur la table dans ce sommet qui est le 25e. C'est pas le premier sommet ni le deuxième, c'est le 25e. Donc, le 24e a eu lieu l'année passée. Alors, on vient avec des éléments souvent qui fâchent la Chine, et la Chine a fait, selon les experts, y compris les experts du GIEC, ont fait énormément d'efforts. Par exemple, donc dans la partie relative au réchauffement climatique. Je vais pas dire que les Chinois sont parfaits, mais ils sont beaucoup plus parfaits que les Américains. Alors, moi je trouve qu'il y a une sorte de lâcheté de la part des Européens. On ose dire beaucoup de choses aux Chinois, mais on n'ose pas dire le quart, du tiers, du cinquième de ce qu'on dit aux Chinois. On ne le dit pas aux Américains. Oui. Bien sûr. On ne le dit pas aux Américains. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, selon le GIEC, un des plus grands pollueurs au monde, aujourd'hui, il y a 4, 5 ans, 10 ans, c'était les Chinois, c'était avéré. Mais je vous assure, ils ont fait énormément pas parce qu'ils ont peur des États. Les Chinois sont très malins. Ils sont très malins. Ils ont peur de ce que j'appelle, moi, personnellement, le consommateur. Ça veut dire l'état civil, la société civile occidentale, qu'elle soit américaine, ou qu'elle soit européenne, ou qu'elle soit mondiale. Aujourd'hui, celui qui sanctionne, c'est pas Greta Thunberg, bien sûr, mais l'esprit Greta Thunberg génère chez les jeunes, et puis il y a d'autres Greta Thunberg adultes qui vont générer tout un travail et qui transforment les gens en consommateurs. Ça veut dire, ils ont un outil qui est leur portefeuille financier pour sanctionner ceux, qu'ils soient les entreprises ou les États. À côté de ça, il y a des grands géants comme le Greenpeace, il y a WWF, il y a énormément aujourd'hui de sociétés, d'ONG, etc. Et la Chine, ses bureaux de think tank, ces bureaux de prévision futuriste, etc., sont plus conscients de ça, parce qu'ils savent très bien que les États ne peuvent rien faire. Et je vais vous donner un petit exemple que je donne souvent dans mon cours, pour vous dire que la société civile, aujourd'hui, prend de l'ampleur, et ça prend vraiment, du poids pour faire face parfois aux États, et elle est beaucoup plus efficace que les États eux-mêmes quand ils veulent régler leurs comptes avec d'autres États. Nike, qui était présente au Pakistan et qui faisait travailler des enfants durant les années 80, les années 90. À un moment, les ONG internationales ont tiré la sonnette d'alarme et ils ont prévenu, bien sûr, le secrétaire général des Nations Unies, qui a fait son travail, donc ils ont écrit à Nike, etc. Nike ne répond pas, ils s'en foutent. Nations Unies, c'est qui? Nations Unies n'achète pas nos godasses, n'achète pas nos t-shirts, n'achète pas nos shorts, n'achète rien. On s'en fout, ils n'ont pas répondu. On écrit à Bill Clinton, s'il vous plaît. Bill Clinton écrit à Nike, la même chose. Désespoir total au sein de ces ONG. 1994, je crois,
organisation de la Coupe du Monde aux États-Unis. On écrit à la FIFA. FIFA, ce n'est ni les Nations Unies, c'est une petite fédération des football international. On leur écrit. La FIFA leur écrit. Au départ, ils ont hésité à répondre, mais deuxième courrier, en leur disant, écoutez, si vous décidez pas de vous mettre à table, aucune équipe de football qui va participer au final de la Coupe du Monde ne portera vos maillots, ni vos chaussures, ni vos shorts, ni rien du tout. Ils sont venus à quatre pattes. Ils sont venus à quatre pattes. Donc vous voyez ce que les Nations Unies n'ont pas pu faire, ce que Bill Clinton n'a pas pu faire, une simple fédération de football a su le faire. Pour vous dire le poids aujourd'hui de ces organisations, ces ONG, ces trucs, parce que on touche au portefeuille. Quand on touche au portefeuille, tout le monde a peur. Et donc les Chinois sont conscients. Ils disent, moi je m'en fous des 27 pays européens, mais c'est les 500 millions d'Européens aujourd'hui qui sont imprégnés par des idées écologistes, des idées de développement durable et des idées de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. C'est ça qui fait peur aux Chinois. C'est pour cela que les Chinois aujourd'hui sont venus à table. Et par le passé, ils ont fait des efforts colossaux pour justement réduire les effets de serre et essayer de participer aussi à la protection de la planète en termes de, disons, de réduction de tous les gaz qui sont nocifs et surtout aller dans le sens aussi de promouvoir la biodiversité, etc., etc., etc. Ça, c'est le premier volet. Donc, ce sont des doléances. Les Européens sont venus avec des doléances. Deuxième élément, c'est de créer un certain équilibre, si vous voulez, en termes du commerce. La balance, on le sait, penche énormément. Quand on prend la balance commerciale Chine-Europe, mais elle penche automatiquement du côté du chinois, etc. Et donc, ils veulent plus ou moins rééquilibrer cette balance, etc., etc., etc. Et donc, ils sont venus avec tout ce qui ne va pas en Europe par rapport à la Chine et d'essayer de créer un certain rééquilibrage. Pragmatiques comme ils sont, bien sûr, ils vont les écouter. Ils vont leur promettre de faire un effort. Et comme le disait Deng Xiaoping à la fin de sa vie, si vous voulez que tous vos enfants utiliseront la technologie et que vos écoles, vos universités utiliseront la technologie, vous n'avez pas le choix, vous devrez la fabriquer chez nous. Donc voilà, aujourd'hui, si tout le monde dispose de cette technologie, c'est que quelque part, on bénéficie des avantages compétitifs et comparatifs de la Chine. Il suffit pas d'avoir étudié Ricardo pour le comprendre. La main-d'œuvre en Chine aujourd'hui, je parlais les ingénieurs, etc., elle est beaucoup plus intéressante que les ingénieurs de la Silicon Valley, que les ingénieurs parisiens, que les ingénieurs madrilènes, que les ingénieurs, hollandais, etc., etc., etc. Moi, je me souviens, et je vous assure, c'est pas une blague. Le premier ordinateur portable qui a été exposé en 1986 à la Fnac, c'était un Toshiba qui n'avait même pas la mémoire d'une montre aujourd'hui Apple. Il a été exposé. Vous savez à quel prix il était cet ordinateur? 600 000 francs belges, ça veut dire 15 000 $. À l'époque, en 86. Si on essaye de capitaliser maintenant, on peut aller le chercher dans les 28 000, 30 000 euros. Qui est ce jeune étudiant aujourd'hui qui peut se payer un ordinateur s'il est fabriqué en Europe ou bien au Japon à 28 ou 30 000 $? Personne. Alors que, quand vous allez vous promener aujourd'hui à la Fnac, vous avez des ordinateurs qui commencent à 280. Vous avez des tablettes qui commencent à 60 euros. Voilà la Chine. Voilà ce qu'on ne raconte pas aux gens. Voilà la Chine.
Imaginez le prix avec lequel les parents ont acheté la première télé dans les années 70 ou 60. C'était 3 fois le salaire du père, parfois 4 fois le salaire du père. Hein. On payait la télé sur 5 ans. Aujourd'hui, vous payez la télé en 6 fois. C'est la Chine. Et bien sûr les petits dragons et les dragons asiatiques. La Chine est incontournable dans l'économie internationale. C'est pour cela on essaye de faire semblant qu'on peut venir à bout. On a essayé avec la première guerre du Golfe, la deuxième, pour avoir la main mise sur tout le pétrole du Moyen-Orient et jouer la carte de la flambée des prix du pétrole et réduire tous ces avantages comparatifs et compétitifs de la Chine à cause du prix de pétrole. Mais les Chinois, ils sont tellement futés, ils ont été chercher des ressources pétrolières ailleurs. En allant vers l'Iran, qui était en dehors du circuit, de l'économie mondiale, donc en faisant le troc, etc., en construisant les infrastructures iraniennes, en échange de pétrole, etc. On est face à une grande civilisation, face à un grand empire. C'est l'empire du papier, de l'encre, de la dynamite, des pâtes. Lisez un peu les mémoires de Marco Polo, vous allez comprendre c'était quoi la Chine. Et c'est quoi encore la Chine? C'est la soie. Donc voilà. Donc c'est un empire avec lequel il faut compter et que les Européens, je suis certain, qui vont revenir bredouilles. Ce qui était un peu choquant dans ce sommet, c'est qu'ils voulaient que la position de la Chine par rapport à la Russie soit claire et que sa position aussi par rapport à l'Ukraine soit aussi claire aussi. Mais justement, en fait, nous dit, comme ça on fait participer un peu les spectateurs. Tété nous dit par rapport à ce que vous allez attaquer comme sujet, très cher professeur, ce sommet avait des relents plus géopolitiques qu'économiques. A-t-il raison de croire ça? Oui. Et ils peuvent pas arrêter la Chine parce que la Chine économique, on en a besoin. Je viens de vous l'expliquer. Soit vous mettez hors jeu la Chine comme on l'a fait avec la Russie, mais on n'a pas, à la fin, tout ce qu'on a essayé de fantasmer par rapport à la Russie s'est retourné contre nous. On s'est retrouvé avec des factures de gaz impossibles. On s'est retrouvé avec la margarine qui a été multipliée par 2. On s'est retrouvé avec le beurre qu'on avait l'habitude de tartiner le matin, le pain avec. On s'est retrouvé avec 2 fois son prix. Moi, je fais les courses, donc je sais de quoi je parle. Donc, on a détruit le pouvoir d'achat des ménages en Europe. Et si on va faire la même chose, on doit vraiment détruire. Donc, c'est ce qu'on appelle la digitalisation, etc. Et c'est un processus qui est lancé en Europe. On commence à digitaliser partout. En Belgique, on va digitaliser donc la comptabilité, on va digitaliser l'administration. On a même créé des diplômes d'ingénieur à digitalisation. On a créé des sections pour les gestionnaires de digitalisation. Il y a 2 ans, dans la haute école dans laquelle je donne aussi cours, on a un master en digitalisation. L'Europe mise sur ça. Et sans la Chine, on n'arrivera pas budgétairement. On est endetté. On doit payer 5, 6, 7 fois si on se ressource, si on va chercher notre matos au Japon ou bien on le cherche au Canada, aux États-Unis, on va payer. Vous savez que c'est pas pour ridiculiser l'Europe. L'Europe ne produit même pas d'ordinateur. On a un GSM qui s'appelle Nokia et personne n'entend parler. On n'a pas de GSM européen. Du même calibre que Samsung ou du même calibre que l'iPhone. On n'a pas d'ordinateur. On a vu du bulle français, ça a disparu. Les Français, ils ont essayé de mettre sur le marché un GSM, ils ont même pas osé lui donner un nom français, ils l'ont appelé Wiko. C'était le ridicule, il a disparu. On peut pas scier
La branche sur laquelle on est assis, et la branche sur laquelle on est assis s'appelle la Chine. Alors on essaye, c'est vrai, de dire ok, le réchauffement climatique, mais là aussi il y a des attentions économiques. Si tu sais de réduire ces externalités, ça coûte 10 sous, et donc automatiquement ça va augmenter ton prix de revient, et donc tu vas être moins concurrentiel au niveau international. Si on t'augmente, par exemple, tes prix d'achat, etc., de ta matière première, là aussi encore, on va augmenter ton prix de et on va encore te réduire tous ces avantages comparatifs que tu as en termes de ce qu'on appelle le labor intensif et le capital intensif. On a une main d'œuvre, c'est presque, vu la qualité de cette main d'œuvre, elle a la moins chère au monde. La moins chère au monde. Ce qu'elle peut faire, la main d'œuvre chinoise, en termes de textile, etc., personne d'autre ne peut le faire. Hein. Aujourd'hui, d'ailleurs, le textile hard discount, il n'est plus produit en Chine. Il n'est plus produit en Chine. On le produit au Vietnam, on le produit en Indonésie, on le produit en Malaisie, on le produit au Pakistan, on le produit au Bangladesh. Maintenant, on commence même à le produire en Éthiopie. Qu'est-ce qu'on produit en Chine comme textile? On produit des Ralph Lauren, du Armani, des Valentino, du Adidas, du Nike. On produit du textile à haute valeur ajoutée. D'ailleurs, quand vous allez dans les outlets un peu partout en Europe, vous allez voir les magasins de Burberry, etc. Il n'y a que des Chinois. Ils achètent les licences, ils les produisent chez eux et ils les ramènent en Europe. Ils les ramènent en Europe. Quand vous avez ceux qui connaissent la Hollande et le grand, outlet hollandais qui est au sud de la Hollande, qui s'appelle dans la ville de Roermond. Tous les gens de Belgique, d'Allemagne et de Hollande connaissent le Roermond, la ville de Roermond et le grand outlet où vous avez des grandes marques. Il y a que des Chinois. Hein. Moi, j'y vais 2-3 fois par an. Il y a que des Chinoises qui travaillent dans ces magasins-là. Ce qu'on oublie aussi, l'Europe est aplatie, elle est sous le poids de la dette d'une manière incroyable. Les Américains, ils ont l'habitude de voir leur dette financée par les Chinois et leur déficit public financé par les Chinois, parce qu'ils achètent beaucoup de bons de trésor de la Fed. Les Européens vont commencer petit à petit à s'habituer. Vous savez que les plus grands épargnent au monde, c'est l'épargne chinois. Les Chinois épargnent énormément. Il y a une tradition d'épargne en Chine. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils ne consomment pas, mais ils épargnent énormément. Donc, la Chine et ce sommet de l'Europe, les Européens ont essayé de le faire pencher pour eux, mais tout en essayant vraiment de venir avec des doléances pour dire voilà, on est fort, on n'a pas fait la carpette, etc., etc. Mais ils finiront par faire la carpette parce que je crois que la Chine, bien installée en Europe, et comme je viens de vous le dire, pour les raisons que je viens de citer, les prix défiant toute concurrence, il n'y a pas un seul bien qui se vend en Europe où vous tournez l'étiquette, il n'y a pas Made in China. Et quand il y a Made in Malaysia, ce sont des Chinois qui l'ont délocalisé, ce qu'on appelle les canards boiteux, qui l'ont délocalisé parce que il n'est pas rentable de le produire en Chine. On va le produire dans un pays où la main-d'œuvre est encore moins chère que celle qu'on a en Chine. Ça a été comme ça dans l'autre sens. Au moment où l'économie japonaise n'arrivait pas à produire des choses, un certain nombre de choses, surtout toute l'industrie chimique, etc., chez elle, avec des prix défiant toute concurrence, on les a délocalisés vers les bébés dragons, et puis après vers les dragons, et puis après on est arrivé en Chine.
après la mort de Mao, et l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping, c'est comme ça qu'on a pu vraiment permettre le décollage économique de toute cette région. Et on a rendu mais vraiment très dynamique et actif le canal de Malacca. Donc voilà. Voilà, cher Adnan, je ne sais pas s'il y a encore des questions sur cette thématique. Pas sur cette thématique. J'espère, si Dieu nous prête vie la semaine prochaine, et à chaque fois, évidemment, qu'on évoquera, on aura au moins une question sur la Chine. Hein, c'est un pays que j'aime beaucoup et qui compte désormais, qui compte. Donc il faut en parler. Malheureusement, les médias mainstream n'en parlent presque jamais. Donc on mettra en avant évidemment la Chine dans chacune de nos rencontres. Merci très cher professeur. Il nous reste 2 petites questions. On va les aborder tout de suite. Mais avant cela, je tiens à remercier 6 mois pour l'extension. Alors, et en plus, c'est historique. On est dans l'historique, très cher professeur. Le première extension qui nous vient directement de notre plateforme dans la rubrique Les objectifs. Merci à 6 mois pour cette extension. Et je m'excuse d'avance parce que je n'ai pas eu le temps vraiment de consulter des données exactes, de lire, etc. Donc voilà. Donc c'est très intéressant. C'est ce qui nous intéresse, nous. Hein. C'est votre avis à vous en tant que personnage public, en tant que professeur. Oui, voilà, c'est votre ressenti, bien sûr, tout d'abord, et puis évidemment de partager avec vous quelques bribes d'informations. Mais ce n'est pas le but. C'était ce qui est resté dans ma tête d'un cours que je donnais il y a 2-3 ans. Que j'ai donné maintenant à un autre ancien étudiant qui devenait prof. Je lui ai filé le cours qui s'appelle analyse de l'économie mondiale. Donc voilà, et je parlais un peu dans l'introduction de ce grand cours pendant quelques semaines des différents modèles économiques. Bien sûr, j'ai parlé du modèle rhénan, ça veut dire le modèle allemand, le modèle anglo-saxon, le modèle latin, le modèle chinois, bien entendu. Donc voilà, et ça c'est ce qui me restait. Donc, comme donné depuis... c'est des beaux restes, comme on dit. C'est des beaux restes. Et aussi, vous retrouverez, cette rubrique toute seule dans la partie vidéo du site internet. D'abord, bientôt sur le site, mais d'abord sur la chaîne YouTube, traduite en anglais. Donc toute la rubrique sera toutes les semaines traduite en anglais, disponible en français et en anglais, et dans les semaines à venir dans plus de langues. On va d'abord installer le format et on traduira en espagnol, en chinois, en russe, en divers langues. En tout cas, c'est le but. C'est le but qu'on touche un public international avec cette rubrique. Et maintenant, on va attaquer, si vous le permettez, très cher professeur, la partie sur le Maghreb. On va parler un petit peu du Maroc, mais avant ça, je voudrais vous poser la question sur le sujet d'hier. Donc vous n'étiez pas là hier et c'était un vrai grand débat. Pourquoi la visite de Tebboune, du président algérien, en Italie dérange-t-elle autant la France et le Maroc? Tout simplement pour les Français qui croyaient depuis longtemps que l'Algérie était une sorte de précaré qu'elle maîtrisait et qui pouvait manipuler comme ils veulent. Aujourd'hui, qu'il soit au niveau international ou au niveau national, et surtout la grosse claque qui a été donnée récemment par Tebboune et par le peuple algérien, donc pour ne plus permettre à des petites crétines de venir et dire que l'Algérie profite de l'aide au développement. Je crois que les Algériens, et je connais leur fierté, les descendants de Chouhada, je connais très bien leur fierté, pour les avoir fréquentés pendant longtemps. Ils leur ont dit, écoutez, ramassez votre argent. Non, on n'en a pas besoin. C'est pas un argent que vous nous donnez. On ne demande pas la charité. On ne demande pas la charité, ramassez-le.
Alors maintenant, comment ils vont faire fonctionner, soi-disant, leur centre culturel qu'ils avaient transplanté en Algérie? Comment ils vont faire fonctionner, je veux dire, beaucoup de choses? Et comment ils vont bénéficier? Parce que là, on ne parle pas assez. Il faut donner ces claques-là dans la gueule de ces misérables d'extrême droite. Ils reçoivent des Algériens formés chez eux jusqu'au bac. Parfois, c'est des ingénieurs, parfois, c'est des médecins. Alors, un étudiant formé jusqu'au bac, et ça, ce sont des données, justement, de l'UNESCO, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Un étudiant maghrébin qui décroche son bac et quand il part en France pour terminer ses études à l'école centrale ou dans d'autres écoles ou dans d'autres universités, il a coûté aux contribuables de son pays, je donne une moyenne, hein, mais ce sont les chiffres de l'UNESCO, avec un bac seulement. Il a coûté entre 30 et 40 000 $. Tu le reçois en France, il commence l'université alors qu'il t'a coûté 0 $. Alors que ton étudiant français qui a fait ses études en France te revient à 75 000 $, parce que le niveau de vie n'est pas le même, etc. Il reçoit des allocations familiales beaucoup plus chères, les soins de santé sont beaucoup plus chers, les enfants vont souvent chez le médecin, ce qui n'est pas le cas malheureusement. Je donne une moyenne, bien sûr. Ça, c'est le premier constat. Pour un ingénieur qui est formé dans une bonne école algérienne, part avec son diplôme en main pour faire un doctorat, pour se perfectionner, etc. Après, il reste en France. Un ingénieur algérien revient à l'État algérien entre 70 et 80 000 $. Ça dépend du type d'ingénierat et l'investissement dans le labo. Est-ce que c'était des labos qui ont nécessité énormément de financement quand tu fais des labos de chimie, etc. Les produits, ça coûte. Donc, tous les jours, tu fais une journée de labo, ça se chiffre. Donc, c'est entre 70 et 80 000 $. Un médecin dans le même ordre. Et quand on sait le nombre de médecins algériens qui se trouvent en France, qu'on cueille vraiment, et parfois on les rétrograde, quelle humiliation. Comme c'est l'école algérienne ne forme pas, comme les universités algériennes ne forment pas. Malgré tout ça, ils encaissent, ils passent les concours, ils les réussissent, et parfois même avec brio, etc. Donc, et on a des exemples. Après, la France n'en profite pas, ça c'est son problème. C'était le cas de Monji Badanji, le Tunisien qui a eu le prix Nobel de chimie. Il a terminé son doctorat, personne n'en voulait en France. Il prend les chemins des États-Unis. 15 ans ou 16 ans plus tard, il décroche un prix Nobel de chimie, de physique, astaghfirullah, sur la boîte quantique. Et donc c'est le père, d'ailleurs on l'appelle aux États-Unis le père de la boîte quantique. Donc pour vous dire, et donc automatiquement, quand on fait un bilan entre l'Algérie et la France, la balance pense bien sûr du côté de la France. Tu reçois des ressources humaines algériennes d'un haut niveau intellectuel qui vient combler le déficit du marché français dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la médecine, etc., etc. Parce que souvent, quand on parle de l'Algérien, comme le fait Zemmour, comme le fait Knafo, etc., qui sont eux-mêmes des immigrés, ils vous parlent de quelques gens qui sont perdus à Barbès, etc. Mais il y a une Algérie à l'intérieur de la France. Je parle même pas de cette Algérie historique. Les différents recteurs de la mosquée de Paris qui ont caché des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça, personne n'en parle. On en a parlé, vous savez, dans un petit livre en bande dessinée pour les enfants. Un livre, ça veut pas dire... C'est bien, les enfants vont être informés. Personne n'a envie d'éditer, donc, ces grands mouftis, ces grands imams de France qui ont sauvé des Juifs, et il y en a même ceux parmi eux qui ont fini, qui ont péri dans les différents camps de concentration, et d'autres qui sont revenus après, mais qui sont décidés juste après leur libération.
Personne n'en parle. On parle plus des Algériens qui sont morts dans les tranchées de la guerre 14-18 et de la guerre 40-45. Lire à ce sujet-là Michel Jobert, au moment, bien sûr, où les parents de Zemmour, comme il aime bien Pétain, certainement ils étaient dans l'entourage de Pétain, ou bien ils sirotaient des jus de citron, ou je ne sais pas, quelque part pas loin de la milice française. Donc voilà. Donc moi je trouve que la France est très ingrate. Elle a énormément de devoirs historiques. Celui de restituer tous les crins des Algériens. Quelle déshumanisation pour ce grand peuple qui a porté des civilisations, qui a combattu les Romains. Jugurtha est mort dans une prison à Rome. Hein. On n'a pas de leçon d'histoire à recevoir. Des gens dont la langue a une origine allemande, c'est pas moi qui le dis, c'est Orsena. Lire le bouquin Les mots immigrés. Qu'est-ce qu'il dit Orsena dans son bouquin Les mots immigrés? Il y a dans la langue française, virgule, d'origine gauloise, ça veut dire allemande, plus de mots arabes que de mots gaulois. C'est Orsena, membre de l'Académie française, et c'était, le conseiller de Mitterrand, et c'est lui qui écrivait les discours de Mitterrand, un grand romancier français, Orsena. Il y a dans la langue française plus de mots arabes que de mots d'origine gauloise. Chers amis, le bouquin existe, hein, il coûte 16 €, je crois. Les mots immigrés. Ça, c'est une chose. Bugeaud. Il y a plein de places en France de Bugeaud. Quelle indemnité! J'aurais du mal à imaginer une place à Paris qui s'appelle Goebbels ou Himmler ou... L'Algérien a une sensibilité, il a une mémoire. Bordel de merde, enlevez vos places de Bugeaud. Il y a presque 3, 4, 5 millions d'Algériens en France. Respectez ces citoyens français d'origine algérienne. Le Bugeaud, c'est le père des chambres à gaz avant les chambres à gaz. C'est lui qui enfumait les gens qui se réfugiaient dans des grottes et on ramassait de la paille, des bois morts, etc. On le mettait à l'entrée de ces grottes et on mettait le feu et toute la fumée avec le vent rentrait dans la grotte et les asphyxiait, tout le monde. On a trouvé des humains, des enfants, des renards, des moutons, tout asphyxié. Et d'ailleurs, je trouve cette expression de monsieur Apathy, des chambres à gaz avant les chambres à gaz. Ça a choqué, bien sûr, les gardiens du temple qui veulent pas que tu viennes toucher à leur symbole. Le Auschwitz, quand tu dis Auschwitz ou tu compares à Auschwitz, ils sursautent. Quand tu parles des chambres à gaz, ils sursautent. Mais c'est comment peut-on appeler ces méthodes-là? C'est pas des chambres à gaz? La fumée, c'est pas des gaz? Ils sursautent parce qu'il y a la loi Guesso. Ils ont peur de finir. Mais non, il n'y a pas de loi Guesso. Il l'a dit, il n'a pas été convoqué par aucun juge. Quand il voulait pas l'emmerder, mais s'il voulait, s'il était algérien, croyez-moi que... J'ai vu d'autres historiens qu'on avait invités sur CNews et tout, ils ont dit, il a raison. Peut-être c'est pas la même ampleur qu'Auschwitz, mais c'est des chambres à gaz. Je suis désolé. Tu sais très bien qu'il y a des gens qui se sont réfugiés dans ces grottes. Au lieu de les faire sortir, ils étaient même pas armés. Ils se sont réfugiés. Parce qu'on a brûlé leurs champs, etc. Et par peur, ils m'chao harbo. Tu peux faire rentrer des soldats et les faire sortir. Non, pour se marrer. Pour s'amuser. Pour s'amuser. Il faut lire les textes qui ont été laissés par ces criminels de guerre. Pas un seul mot d'excuse. Pas un seul mot d'excuse dans l'histoire de France. Pas un seul mot d'excuse. Pourquoi tu conserves ces crins-là? Il faut voir dans quelles conditions ces crins-là ont été récoltés. On partait à la chasse de l'homme, hein. C'était soi-disant les Allemands l'ont fait en Afrique, d'autres l'ont fait en Australie, etc. Soi-disant pour une finalité
scientifique, parce qu'il se retrouve pas, je veux dire, dans un cimetière, il se trouve au musée de l'homme. Parce que la finalité de tuer un homme, la déshumanisation, l'animalisation de l'autre, pour un but scientifique soi-disant, mais c'est de la folie. Tu viens après me parler de la Révolution française et me parler des Lumières France. Waouh, waouh. Moi, je boue, hein. Et puis, tu as une guerre qui a duré 8 ans, où tu as dû massacrer 1,5 million de morts. Et de la vie et du témoignage des soldats français eux-mêmes ont jeté des barils de napalm sur des populations qui n'avaient ni armes, ni rien. C'est pour faire un maximum de, je veux dire, de victimes et semer la terreur au sein de la population et ramener soi-disant les leaders historiques et les moudjahidines à la réédition. Voilà. Voilà. Et on se permet encore, par la voix de Rotaillot, par la voix de je ne sais pas de qui, de narguer l'Algérie. Comme on dit chez nous, un peu de pudeur. Il y a un anglais, il te dira shame on you. Honte à vous. Vous osez encore parler? Vous osez encore nous regarder dans les yeux avec tout ce que vous avez fait, ce que vos ancêtres ont fait? Mais extraordinaire. Cela, c'est Chnouak Aléum. Tu leur montres la lune, ils regardent le doigt. Et d'ailleurs, il y avait une jolie phrase un jour, je crois d'Albert Jacquard, mais je ne sais pas dans quel de ses ouvrages, c'est pas dans J'accuse l'économie triomphante, mais dans un autre ouvrage scientifique, parce qu'il était généticien, etc. Il parlait de la bataille de Poitiers. Il dit, l'extrême droite, les nationalistes français, quand ils parlent de la bataille de Poitiers, c'est leur tripe qui parle. Ils disent, on a stoppé les Arabes à Poitiers. On a stoppé les Arabes à Poitiers. C'est un regard très réducteur. C'est un regard, etc., etc. Il dit, mais en stoppant les Arabes à Poitiers, ou bien Abdelrahman à Poitiers, on a privé la France de cet essor scientifique, intellectuel que connaissait Courdeau et toute l'Andalousie à l'époque. Aujourd'hui, ces Algériens qu'on essaie de nous présenter comme des voleurs, etc., c'est grâce à eux que tous les villages français sont dotés de médecins. C'est grâce à eux que beaucoup de centres de recherche, de centres de production de médicaments, etc., fonctionnent. On n'a pas de déficit en termes de grands cadres dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la médecine, etc., etc., dans le domaine des laboratoires, d'analyse de sang, etc., etc. Au lieu de dire Tahia al-Jazair, merci l'Algérie, 1, 2, 3, vive l'Algérie, ils t'envoient des Zemmour, des Knafo, marocains, l'autre, un berbère algérien qui prétend que son nom veut dire Olivier, mais son Azmour en langue berbère, si c'est la même chose que le rifin, Azmour c'est un olivier en fin de vie, un olivier stérile. C'est ça Azmour. C'est un olivier qu'on utilise tout simplement, on va le couper et l'utiliser comme un bois de cuisine. C'est pas l'olivier. Il est loin d'être un olivier, ce bonhomme. C'est un olivier stérile. Un olivier en fin de vie. Voilà. Et quand l'Algérie démontre, elle l'a démontré, comme je viens de vous le dire, aux Nations Unies, il les a tous nargués. Il arrache une résolution au sein du Conseil de sécurité, sans le veto américain. Il a convaincu les Américains de ne pas présenter leur veto. Vous savez, c'est quoi ou quoi? Toutes ces 30 dernières années, ces 40 dernières années, personne, par rapport à Israël, n'a empêché les Américains de lever leur veto. Ni les Français, ni les Russes, ni les Chinois, personne.
Les Algériens l'ont fait. Est-ce qu'on s'est penché suffisamment? Je parle ici des spécialistes de relations internationales. Est-ce qu'on s'est penché sur tout ce travail souterrain qui a été fait par l'Algérie? Qu'est-ce qu'on a utilisé comme méthode? Et on sait très bien, et c'est connu mondialement, que les Algériens n'utilisent pas les valises noires, n'utilisent pas la corruption, ils n'utilisent pas leurs femmes, comme l'en font certains pays. J'ai pas envie de polémiquer, mais on le sait. Ils n'utilisent pas Chichat dans la diplomatie. Que ce soit clair. Donc, les Algériens, ils ont le sens de l'honneur, y compris dans la diplomatie. Ils manient le verbe. C'est des bons faiseurs de mots en termes de diplomatie, comme les Ketchouf Ibrahimi, tu vas boire leurs mots comme du lait, hein, comme des petits lben, hein. Et j'espère que cette école diplomatique algérienne se perpétue et qu'on construit vraiment des instituts pour profiter de l'expérience de ces gens-là, etc., etc., quelque chose d'à part. Donc, allez montrer encore une double autonomie par rapport à celle qui est internationale et que on ne veut pas de la France. Les Algériens, ceux qui ont fait, c'est ça qui choque la France. C'est que, souvent, par rapport à l'Afrique, c'est la France qui avait souvent le dernier mot. C'est elle qui répudie. Ah, c'est les Algériens qui leur ont dit, vous avez vieilli, cassez-vous. C'est eux qui ont répudié la France. Et ça passe pas. Souvent, la dame, malheureusement, répudiée est dans une souffrance totale. Et tu vas chez Mélanie, et surtout on connaît très bien la position de Mélanie par rapport à la France, et on avait vu sa campagne électorale où il rappelait à Macron l'exploitation des enfants dans les mines en Afrique, etc. Et le franc CFA et compagnie. Et puis les Algériens qui vont, ils lui tombent même pas dans les bras. Je crois que c'est elle qui leur tombe dans les bras. C'est elle qui leur tombe dans les bras. Donc, ce qui fait que les Français commencent à perdre l'Afrique tout doucement. Et le bras de fer, justement, et ça, on peut même un jour ouvrir tout un débat là-dessus, le bras de fer donc qui existe aujourd'hui entre le Maroc et l'Algérie sur la conquête de l'Afrique, je crois qu'elle tourne mal pour le Maroc. La République sahraoui est présente, au nez et au regard des Marocains. Je veux dire, la machine est en marche. Et la France qui comptait vraiment reconquérir l'Afrique par la voie des capitaux marocains, on se rend compte que les capitaux algériens en Afrique ne sont pas négligeables non plus. Et donc la France aujourd'hui est dans des sales draps avec l'Algérie. Peut-être il y aura un début de dialogue parce qu'aujourd'hui Macron ou hier ne voulait pas recevoir Rotaillot. Ce dernier avait fait quelque part une déclaration, je ne sais pas où, pour dire que le macronisme est un échec et qu'il n'a pas d'avenir en France. Bien sûr, pour préparer le terrain pour lui-même, mais tu fais pas ce genre de choses quand tu es dans un gouvernement d'un président qui t'a appelé à ce poste-là, quoi. Tu ne craches pas dans la main qui te nourrit, au moins. Attends que tu sors du gouvernement pour faire ce genre de déclaration. Donc tout simplement, l'Algérie démontre par ce geste qui dérange la France une grande autonomie, une grande indépendance, et que c'est un continent dans un continent, et que les choses ont changé. Et que l'Algérie n'est plus celle des années 90, et que c'est une Algérie nouvelle, voilà, avec un peuple fidèle à lui-même, fidèle à ses principes, fidèle à son histoire, fidèle à sa mémoire,
Voilà, c'est tout ce que je sais dire à ce sujet-là. Voilà, merci Adnan. Merci, merci très cher professeur pour cette réponse très complète. Vous êtes rattrapé hein, par rapport à hier. On a fait je pense, un débat de 5 heures hein, sur cette question ou même un peu plus, oui voilà, qui a passionné les spectateurs. Le débat, les amis, dans quelques instants, après notre rubrique internationale, le tour du monde avec le professeur Botteo. Moi j'aime bien, c'est un petit peu long, mais j'aime bien ce titre. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le nom de la rubrique, très cher professeur. On avait choisi ensemble à l'époque Parole interdite, que vous trouviez pas mal. Bon, moi, je l'ai gardé. Et puis bon, on trouvera bien un nom à notre rubrique. Moi, je trouve bien le tour du monde avec le professeur Bottaoui, Mohamed Bottaoui. Dernière question avant d'attaquer le débat. Le drapeau d'Israël a brûlé lors d'une manifestation monstre cette semaine à Rabat, au Maroc. Qu'en pensez-vous, très cher professeur? Quelle est votre réaction à ce sujet? C'est très très bien, mais pour moi c'est pas suffisant parce que quand je vois, quand j'entends que sur tous les étalages du marché, Carrefour, Marjan, tous les grandes surfaces au Maroc font la part belle aux produits israéliens, moi, je dis brûler un drapeau ou la brûler ses cheveux ou la brûler ses pieds veut dire que on n'a pas utilisé les outils, on n'a pas travaillé la société dans la profondeur, on est dans vraiment les manifs spectacles. Moi, ça me dérange. Il faut aller à l'entrée des marjans des Carrefour et mettre de la publicité volume back, je veux dire, voilà. On peut, comme le faisait, si vous en souvenez, José Bové, pour ceux qui ont un peu mon âge, quand on a introduit de la culture expérimentale des OGM en France, ils ont été avec un groupe d'agriculteurs, ils ont tout saccagé. Ils ont été présentés devant des juges, mais saccagés. Il y a suffisamment de Marocains qui manifestent, ils doivent descendre dans les champs d'avocats, dans les champs de pastèques et des champs de zbel des grands colons israéliens qui sont installés au Maroc, qui pompent et qui détruisent les nappes phréatiques, qui polluent, etc. Aujourd'hui, il faut passer, mais vraiment vers la violence qui libère. Je suis désolé de le dire d'une manière aussi comme ça. Là, tu vas brûler un drapeau et tu me dis, ouais, voilà, comme disait Mahmoud Darwish, paix à son âme, on leur lance des mots gras et on dit, on les a vaincus. Je suis désolé. Ils comprennent pas ce langage. C'est un langage c'est un langage de l'élégance. Ceux qui ont une sensibilité, qui ont une âme encore, qui ont une conscience. Mais avec ces crapuleux qui sont très avancés dans un génocide et dans une extermination d'un peuple, brûler leur drapeau, franchement, c'est comme la personne qui essaie de faire disparaître l'islam en brûlant le Coran. Et après, malheureusement pour lui, c'est lui qui a disparu chez lui à la maison. 2 balles dans la tête. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est plus des manifs spectacles, alors que le travail doit se faire vraiment pour que aucun produit israélien ne se vend. Tu sais, moi, dans toutes les supérettes, les supermarchés qui sont dans mes environs, il y a un Carrefour pas loin, etc. Chaque fois que je passe par là, je vois plein de personnes qui distribuent des tracts, qui te montrent des produits à ne pas acheter, etc. C'est fou. Tout au début du génocide, il y avait des gens à l'entrée du Quick, de McDonald's, de Burger King, tout. On a commencé ça au Maroc.
Puis à un moment, il y avait un activiste qui me dit, ouais, mais tu sais, il y a des gens qui travaillent quand même au McDonald's, il y a ça, on peut pas les mettre au chômage, tu sais, au Maroc, c'est compliqué pour travailler. Et voilà. Voilà. On corrèle les choses, que en Belgique, ceux qui sont au McDonald's vont pas perdre leur boulot. Entre oui, mais en Belgique, ils vont aller au chômage, ils vont ça, ils ont des matelas, ils ont des filets sociaux, etc. Au Maroc, il n'y a rien. Ben, tu peux convaincre les gens de ne pas acheter des dates. Le mejhoul. Ne pas acheter des avocats israéliens. De ne pas acheter de tahina israélien. Il y a la libanaise. Etc., etc. Donc, brûler un drapeau, ouais, c'est très sympa, mais ça n'a pas l'effet escompté, ça ne crée pas une conscience, ça crée un mouvement de foule et un peu d'adrénaline sur le champ même, ceux qui étaient autour de ce drapeau qui brûle, mais tu as brûlé un tissu. Là où ça fait mal, c'est le portefeuille, c'est l'économie qui est en train de s'effondrer, on doit continuer à le faire couler. Et on sait ce qu'il nous reste à faire. Et surtout, le mouvement BDS, donc mené par Sion Assidon, etc., ont publié sur leur site des listes, etc. Il suffit d'aller cliquer dessus, tu vas voir tous les produits que tu ne peux pas, que tu dois pas acheter au Maroc. Voilà. Des produits sionistes. Voilà, Adnan. Merci, merci très cher professeur. Merci, merci pour ce moment historique. Cette première rubrique prend fin avec cette dernière question sur la Palestine. Encore une fois, merci de vous être prêté au jeu, d'avoir répondu à cette question. J'espère que cette rubrique plaira aux spectateurs. En tout cas, vous pourrez la retrouver seule parce que dans quelques secondes, dans quelques minutes, on va attaquer le débat. On fera un petit montage très simple et vous pourrez la retrouver en français, en anglais, et puis dans les semaines, dans les mois à venir, dans des dizaines, et pourquoi pas peut-être même dans une centaine de langues. En tout cas, on a tous les outils pour, il faut juste qu'on se mette au boulot. Voilà. En tout cas, merci et bravo encore, très cher professeur. Vos impressions rapidement sur cet exercice, si vous avez apprécié. Est-ce que vous allez revenir la semaine prochaine pour une autre interview sur l'actualité internationale? Ah, s'ils ont apprécié, moi je reviendrai. S'ils n'ont pas apprécié, s'ils sont ennuyés, Ah ben non, chiche, on leur demande. On demandera aux spectateurs. Voilà. Mais je pense qu'ils ont apprécié. Ils vous aiment beaucoup ici depuis longtemps, évidemment. Donc merci les amis d'avoir suivi, d'avoir suivi le professeur dans ce tour du monde.